Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, les écrans sont-ils des jouets comme les autres? Réponse avec le Clémy et sa série La famille tout écran. Jeanne Dreyfus est-elle une chroniqueuse comme les autres? Non, c'est moi qui réponds directement parce que Jeanne, aujourd'hui, avec toi, on va partir à nouveau à Venise. Visiblement, c'est ta ville de cœur et c'est ta ville d'art, tout simplement. Tout à fait, aujourd'hui, on embarque pour une exposition visible actuellement au Grand Palais Immersif. Son nom, Venise révélée, ça donne envie, non? Bon, oui, tu vas nous le révéler, tout simplement. Notre question du jour, ils ont 15 ans et ils ont déjà eu plusieurs vies. Des adolescents en rupture avec la vie scolaire, au parcours cabossé par les passages en foyer et à qui bien des portes restent fermées. Oui, mais un dispositif à Grenoble leur offre un nouveau départ. Starter, une classe unique pour des enfants élevés à l'école de la vie et dont le cours peut littéralement changer en une année. C'est le pitch d'un documentaire qui sort aujourd'hui, ce mercredi 12 octobre, en salle. Un bon début. Ce bon début, justement, on le doit à Antoine Gentil. Antoine, vous êtes avec nous, vous êtes professeur des écoles, fondateur du programme Starter. Bonjour à vous. Bonjour. Et on le doit aussi à Chabi Molia, co-réalisateur de ce bon début. Vous êtes cinéaste et écrivain. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Faut-il laisser les écrans de côté pour mieux développer sa créativité? Tweeter n'est pas jouer. Démonstration tout de suite avec la famille tout écran et notre partenaire, le Clémy. Bravo, tu as gagné licorne d'or. Ouah, super! Les enfants, vous avez passé toute la journée devant vos écrans. Ce serait pas mal d'aller dans vos chambres et de jouer avec de vrais jouets, non? Ah, enfin, on va pouvoir souffler. J'ai le processeur qui commence à chauffer. On ferme, on éteint, on arrête, on range tout ça. Vous avez plein de jouets là-haut, alors montez vous amuser. Au secours, j'ai la tête qui tourne. Bon, je vous ai dit d'arrêter avec les écrans. Non, j'ai rien dit. Faut nous sortir de là. Vous l'avez compris? Il faut privilégier les activités qui vont booster votre motricité et votre imagination. Alors, jouez aussi sans moi. Et ne vous inquiétez pas pour moi. Je me mettrai en veille. Quelqu'un a vu ma planche à découper? Eh ben voilà. Ça fera très bien l'affaire, ça. Et voilà pour la famille tout écran cette semaine. Mais tout de suite, quand une école de la dernière chance devient celle du renouveau pour des adolescents, on plonge dans le documentaire Un bon début. Avec nos invités, c'est la première partie du talk. Et ces professionnels de la voltige pédagogique, c'est donc vous d'abord et avant tout, Antoine Gentil. Vous êtes professeur des écoles, fondateur du programme Starter à Grenoble, très exactement au lycée professionnel Guinmer. Et Chabi Molia, vous êtes cinéaste, vous êtes écrivain, vous êtes le co-réalisateur de ce très bon début. Je rajoute le très parce que vous allez voir justement de quoi il en retourne. Alors, ils ont l'âge d'entrer en troisième, ils ont été rejetés quasiment de tous les établissements scolaires parce qu'ils ont une réputation d'irrécupérable. Oui, mais pendant des mois, ils ont vécu aussi loin du collège, en rupture avec la vie scolaire. À Grenoble, une classe unique, à la fois unique parce qu'elle regroupe ses enfants de 14 et 15 ans, mais unique en son genre aussi, leur ouvre littéralement les portes. Starter, voilà ce que ça donne. Tu t'es énervé avec des profs? Ouais. Ça, c'est le deuxième conseil de discipline. Ok. Je voulais plus écrire. Tu voulais plus écrire du tout? Ouais. Oui, mais tu t'es enfui de l'école. Une fois, je l'ai fait. C'était une fois de trop pour elle. Toi, tu t'engages, mais moi aussi, je m'engage. Je m'engage pour t'accompagner pendant 1 an. Et je te lâcherai pas. Ok? Il est 8h33. Quoi? Bah oui, Bah, on n'a pas vu l'heure en fait. Ah, Tamara? Ça va, Mélinda? D'après vous, ça a été écrit quand, les fables de La Fontaine? Avant vous, déjà. Avant moi, ouais. Dans les années 70. En 1670. La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le Pourquoi bœuf. faites pas la cigale et la cigogne? Ta mère, au fait. Ta mère? Vas-y, fais pas ça. Comment je te le rends? Il a dit ça. Il a dit je m'en fous de ma vie. Ouais, Et parce que... Ouais, viens, couchez gauche. Je m'en fais pour enlever ça de ta tête.
Il n'y a qu'une façon, c'est que tu te regardes en te disant mais en fait je suis quelqu'un de bien, je vais y arriver. T'as envie de lâcher le dispositif? T'as envie de le lâcher ou non? Dans toutes les autres écoles, on t'aurait viré. Je veux que tu sois dans le train là. On t'attend, Nels. Pense juste la posture quand tu arrives, les mains sur le bureau, le regard vers les examinatrices, ok? Allez. Tu sais quoi, tu vas souffler un coup, on reprend depuis le début. Et voilà pour un bon début. Antoine Gentil, c'est un bon début ou un nouveau départ? C'est un nouveau départ et un bon début. Je pense que c'est un bon début, c'est plus une phrase qu'on se dit tout le temps avec mes collègues en réunion parce que on n'arrête pas de faire des bons débuts à Starter quand en réunion d'équipe le vendredi après-midi, on se réunit avec mes collègues, mes deux collègues enseignantes Nadia Touati et Véronique Eugène et puis les éducateurs en stage, les éduxp en stage qu'on accueille. C'est vrai que très fréquemment on utilise ce gimmick, on dit c'est un bon début parce qu'ils commencent un stage, parce que ils se mettent à écrire alors que ça fait très longtemps qu'ils écrivent plus. Enfin voilà, donc c'est une phrase récurrente. Alors cette phrase récurrente, évidemment, c'est celle qui a donné l'idée j'allais dire ce couple, oui, mais frères et sœurs, en effet, de documentaristes, vous-même, Chabi, et votre sœur Agnès, pour pouvoir chapitrer ce documentaire unique en son genre. C'est un film qui se déroule sur l'année scolaire 2019-2020. Alors, évidemment, personne ne pouvait savoir ce dont il en retournerait, notamment au niveau des confinements, mais ce bon début, il s'est imposé finalement de lui-même au fur et à mesure des heures que vous avez passées avec Antoine, avec les équipes pédagogiques, avec les enfants aussi. Oui, le titre, c'est vrai que c'est plus... moi, je le vis comme une promesse. On ne sait pas si c'est... mais c'est ce qu'on aimerait que ce soit. Voilà. Et après, oui, cette année, elle est perturbée par ce qui se passe avec ce confinement. Ce qui est intéressant quand vous êtes documentariste, c'est qu'il y a toujours quelque chose à raconter. Et l'absence d'école, a priori, c'était une catastrophe pour faire un film, quand vous faites un film sur l'école. Sauf qu'en fait, vous pouvez faire un film aussi sur un moment qui est l'absence d'école. Et qu'est-ce qu'on fait de cette absence, surtout quand elle touche des décrocheurs scolaires, donc des gens dont s'il y a une chose qu'on ne peut pas leur souhaiter, c'est que l'école s'arrête, quoi. Donc là, on était vraiment au cœur de... Finalement, le confinement a été presque la situation extrême à laquelle on pouvait être confronté, et c'était intéressant aussi. Visiblement, certains font très bien les pièces de théâtre en Playmobil pendant le confinement. Je ne dévoile pas toutes les parties évidemment du documentaire, mais je fais référence à une scène notamment avec vous, Antoine, où on sent vous continuer à vouloir motiver au maximum cette promo de 15 élèves, 14 à 15 ans, qui sont venus vous rejoindre au tout début de l'année scolaire 2019. Ce programme Starter, d'ailleurs, il fête ses 10 ans cette année. 10 ans, vous avez littéralement pu changer le destin de 150 enfants, puisqu'ils sont 15 en général par promo. Comment est-ce que vous vous dites en début d'année qu'on peut littéralement changer 15 parcours, 15 destins ? D'abord, je me le dis pas qu'en début d'année, je me le dis un an avant, parce que l'accueil à Starter, il se travaille un an avant. On n'arrive pas le jour de la rentrée sans se connaître. C'est un travail en amont, un travail de partenariat aussi avec des professionnels qui nous proposent des situations d'adolescents vulnérables, parce que faut vraiment les voir comme ça. C'est ces jeunes qu'on accueille. Enfin, je pense que le film, un bon début, le montre bien. Et du coup, on accueille, on prend le temps de comprendre leur histoire. Et c'est fondamental quand on travaille sur le décrochage scolaire que de se dire qu'un adolescent arrive avec une histoire scolaire, mais derrière son histoire scolaire, l'histoire scolaire révèle aussi une histoire bien plus personnelle. Le but, c'est pas d'être dans une curiosité malsaine sur leur vécu, mais par contre, évidemment, c'est quand même d'aller chercher les clés de ce qui fait traumatisme et qui peut les empêcher d'être élèves. Et ensuite, de pas se dire qu'on est un super-héros et qu'on va régler tout seul tous leurs problèmes, mais par contre de se dire qu'on doit tenir compte de leurs problèmes existentiels pour pouvoir travailler
et aller chercher les alliances éducatives avec les bonnes personnes. Voilà, c'est comme ça qu'on les aborde. On va revenir au phénomène du décrochage scolaire, évidemment, et à ses raisons, notamment, et à ses chiffres, et à son coût, parce que oui, le décrochage scolaire a un coût pour l'ensemble, justement, de la société. Mais d'abord, quand vous dites que vous allez les repérer un an à l'avance, concrètement, vous allez les chercher où ? Encore une fois, ce sont des enfants auxquels on ferme toutes les autres portes, des lycées professionnels, des lycées d'enseignement généraux, des CAP, des stages. Et vous vous dites, non, je peux réussir à changer leur destin, leur parcours, à aller les chercher là où, finalement, tout l'écosystème de l'enseignement les a abandonnés. Ça, c'est vraiment une spécificité de notre projet, je pense, qui est d'ouvrir tous les canaux possibles d'arrivée. Et donc, maintenant qu'on est inscrit dans le paysage grenoblois depuis 10 ans, les jeunes arrivent parfois de façon spontanée. Depuis 5 ans, tous les ans, on a entre 2 ou 3 jeunes qui viennent sonner à la porte tout seuls, qui arrivent au lycée tout seuls, cooptés par des copains ou par des personnes, des éducateurs de prévention par exemple, qui leur ont parlé de Starter. Donc ils arrivent et on les accueille. Et ensuite, évidemment, on cherche des adultes référents puisqu'on en trouve toujours. Et puis ensuite, sinon, on travaille évidemment avec des travailleurs sociaux, donc éducateurs spécialisés, assistantes sociales scolaires également, qui vont faire référence et qui connaissent le dispositif et nous contactent en amont et mènent les situations. Et puis, on travaille avec tous nos collègues de l'éducation nationale. Ça, c'est très important. Enfin, quand moi, je parle de Starter, là, on a tendance à me dire en ce moment que je suis un sauveur. Mais c'est vrai. Alors, on peut en discuter de ce terme, mais en tout cas, par contre, on capte l'énergie de nos collègues. C'est-à-dire que quand on accueille nos élèves, à chaque fois qu'on accueille un élève, on voit très bien que derrière, il y a eu des personnes référentes dans l'éducation nationale ou ailleurs qui se sont mis à côté d'eux, qui les ont portés, qui se sont battus pour eux et qui sont très contents quand ils apprennent que le jeune est pris en charge dans le parcours Starter et puis ensuite qu'ils prennent des nouvelles de ce qu'ils deviennent, etc. Donc voilà, il y a une espèce de continuité. Nous, on est un dispositif qui est en réseau, qui fait partie de l'éducation nationale. On croit beaucoup à cette institution et on se met en réseau avec tous nos collègues de l'éducation nationale. Voilà, donc parfois c'est des CPE, parfois c'est des profs principaux, parfois c'est un chef d'établissement, ça peut être une psychologue de l'éducation nationale aussi. Enfin voilà, il y a énormément une infirmière aussi, voilà. Il y a énormément de personnel qui se mobilise aussi dans les établissements. Donc si je vous entends bien, vous avez réellement recomposé un écosystème pour aider à faire raccrocher ces élèves décrocheurs. D'ailleurs, il y a un article très particulier du Code de l'éducation, L401.1, qui dénomine le parcours Starter comme étant reconnu pour son caractère expérimentale et comme innovation pédagogique. Vous faites de l'innovation avec ces 150 enfants depuis 10 ans, mais c'est de l'innovation, vous ne jouez pas aux apprentis sorciers, loin de là, hein. C'est une innovation qui fonctionne, il y a des résultats, il y a des chiffres qui le prouvent avec des résultats qui sont hors du commun. Après, je vais utiliser un terme peut-être un peu ronflant, mais c'est de l'ingénierie éducative. C'est-à-dire que du coup, on met en place à la fois un relationnel aux adolescents, une relation éducative particulière, empathique, pour le dire très vite, avec nos élèves. Et en même temps, on met en place ce système partenarial pour faire de l'alliance éducative avec des partenaires d'autres institutions, sachant que vraiment, je pense que c'est peut-être, je vais dire que c'est un mal français. Les institutions éducatives ont trop tendance à être dans une logique de silo et à pas arriver à travailler ensemble. Le projet Starter, il s'est construit sur le fait qu'on travaille ensemble avec nos collègues de la PJJ, de la protection de l'enfance. Et quand on est de l'éducation nationale, par exemple, ça veut dire comprendre que ce métier, c'est un métier exceptionnel. Enfin, les éducateurs spécialisés dans les maisons d'enfants, par exemple, c'est des gens qui sont payés à coups de lance-pierre, qui ont des plannings incroyables et qui font un boulot auprès de jeunes hyper fragilisés. Donc, il faut comprendre que quand on est en discussion avec eux sur le fait que le gamin le matin n'arrive pas en forme, etc., c'est pas leur faute. Et faut pas aborder le problème comme ça. Il faut prendre en compte la réalité de ce que c'est une vie, par exemple, dans une maison d'enfants. Ça veut dire que
parfois, il faut savoir sortir un petit peu de la bulle de son établissement, là aussi, si je vous entends bien, pour aller découvrir, faire un peu un vie ma vie, se mettre dans les pas des autres métiers, de cet écosystème, encore une fois, de l'éducation et du périscolaire, pour essayer de comprendre comment chacun d'entre vous allait pouvoir être complémentaire, encore une fois, dans le but de pouvoir accompagner ces enfants le plus loin possible. Tout à fait. C'est vraiment très important. Là, moi, je suis content parce que, par exemple, au mois de novembre, je suis invité dans un service local de solidarité. Ça veut dire ouais, mais alors on dit SLS. Mais du coup, c'est le lieu où la protection de l'enfance travaille avec des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales en charge de mesures d'accompagnement. Et pour une jeune qu'on a accueillie cette année, on va se retrouver et on va se mettre autour de la table et faire une synthèse de sa situation ensemble pour réfléchir à tous les besoins qu'elle a. Donc moi, évidemment, je vais orienter mon attention sur son orientation, sa prise en charge scolaire, mais il faut voir que le lieu qu'elle fréquente le plus, c'est l'école. Donc le lieu où elle va livrer le plus d'informations, c'est l'école. Et nous, on doit être là pour relayer quand elle nous livre des informations personnelles qui sont vraiment très lourdes et qu'on doit bien sûr exprimer à des professionnels pour qu'ils résolvent la situation peut-être parfois compliquée que peut vivre sa maman ou qu'elle peut vivre. Chabi, c'est ce qu'on sent aussi vraiment dans le film que vous avez co-réalisé avec votre sœur Agnès et qui a été produit par une autre de vos sœurs d'ailleurs, donc c'est vraiment une affaire de famille. C'était important d'ailleurs que ce soit une affaire de famille pour pouvoir servir le propos, le porter, pouvoir aussi le préparer, parce qu'on imagine que ce sont des mois et des mois de préparation avec les équipes d'Antoine, mais pas que. Que ce soit une affaire de famille, ça nous a aidés parce que c'est un projet qui a été hyper difficile à faire. C'est une page blanche, puisque chaque année, les élèves changent. Donc, trouver des financements pour faire un film, quand vous dites aux gens, en fait, tu vas voir, ça va être super, mais tu vas parler de qui? On peut parler d'Antoine, mais les élèves, on ne sait pas encore qui ce sera. Donc voilà, il fallait que quelqu'un croie en nous, et il se trouve que notre sœur productrice a accepté comme ça qu'on se lance. Et puis ensuite sont venus des soutiens, notre distributeur, la région Rhône-Alpes qui nous a aidés. Un préachat d'une chaîne, ça donne un peu des moyens. Mais au départ, c'est vrai qu'on saute un peu dans l'inconnu, et en même temps, on avait suivi 2 années en fait en repérage. Alors on n'était pas tous les jours, mais on avait la certitude que chaque année, il y avait un film à faire, quoi. Et d'ailleurs, depuis, il y a d'autres promotions qui sont suivies, et on sait très bien qu'on aurait pu faire des films là-dessus, parce que chaque année, on est dans la même configuration, c'est-à-dire ce qui est hyper touchant, je crois, pour des observateurs extérieurs, c'est l'immense détresse d'enfants qui sont à la fois très proches de nous et très loin. Moi, c'est ça qui m'a passionné. C'est que j'habite à Paris, donc je suis à 3 heures de Grenoble. C'est à la fois très près et très loin, ce qu'on voit dans le film. C'est très près parce que c'est des adolescents français. On les reconnaît, on reconnaît plein de choses. C'est chez nous. Et en même temps, ils vivent des choses qu'on imagine, mais qu'on ne voit jamais incarnées. On sait bien qu'il y a des enfants au foyer, mais on ne les voit jamais, les foyers. On sait bien qu'il y a des enfants battus, on ne les voit pas. On sait bien qu'il y a des enfants dont les parents sont dans des situations de vie invraisemblables, de toxicomanie, de SDF, etc. Mais on ne voit jamais ces enfants. Et donc, tout d'un coup, voir ça chez nous, c'est dépaysant. Et le rôle du documentaire, parfois, c'est ça. C'est de vous approcher d'une réalité que vous ne connaissez que de manière cérébrale. C'est vrai que parfois, en tant que spectateur, on a un peu l'impression d'être en rendez-vous en terre inconnue, mais en même temps, qui nous embarque dans ces histoires de vie. Comment est-ce que les enfants, justement, qui étaient recrutés par vous, Antoine, en tout début d'année scolaire, ont accepté le tournage? Parce qu'il y a aussi des passages où on les voit dans leur vie, en dehors de l'école, en foyer, au contact avec leurs parents, avec leurs éducateurs, leurs éducatrices. Et on a parfois l'impression d'entrer finalement dans un journal intime au long cours. Oui, c'est vrai qu'on est dans une proximité avec eux qui est incroyable, même pour nous. Il y a des moments, il y a une scène, je me souviens très forte, où des personnages, Mélinda, au milieu d'une leçon de français, se met à parler de ses problèmes, et on comprend qu'en fait, elle est séparée de sa petite sœur, et que sa mère mène un combat judiciaire pour retrouver cette petite sœur. La séquence dans le film, elle fait 3 ou 4 minutes. En réalité, la conversation dure 1h30. La caméra est tout près d'elle, et il y a pas, en 1h30, il n'y a pas une seule fois un regard pour la caméra. Donc pourquoi je dirais parce que d'abord, ces enfants et Antoine et les professionnels qu'on filme, ce sont des gens occupés par des problèmes bien plus grands que celui d'être filmé. Donc on n'oublie jamais qu'on est filmé, mais quand vous avez des soucis dans la vie, des vrais soucis,
si vous voulez, la caméra, vous avez tendance à l'oublier. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est qu'avec ma sœur, on a une manière de travailler qui est... On travaille dans une forme d'hospitalité. On filme pas contre les gens. On n'impose pas. On se met en situation. On est là. La caméra, elle est souvent posée longtemps sur un pied. Donc, on est très discret. Et on filme des adolescents qui ont le plus envie du film. Cette envie, je crois qu'elle n'est pas narcissique. Je ne crois pas qu'ils ont envie du film pour être à la télé ou au cinéma. Je crois que ce dont ils ont envie, ou ce qui à un moment donné est de l'ordre du don et du contre-don, c'est qu'ils n'en reviennent pas qu'on s'intéresse à eux. Et c'est là que je dirais que le film et Starter font un peu doublon. C'est que c'est la même chose avec Starter. C'est des gens, faut imaginer, on ne leur donne jamais la parole, on ne les regarde jamais, et quand on les regarde comme des problèmes, des parasites, des obstacles, etc. Et tout d'un coup, il y a un prof, et je dirais il y a 2 documentaristes, qui les regardent en leur disant en fait, tu es digne d'intérêt, tu nous intéresses. Et ça, je crois que voilà, ce regard-là, il peut faire du bien. Et ce regard justement sur ces enfants, la façon dont on peut les aider à raccrocher en misant justement sur leur talent et leur envie d'y arriver. On continue à en parler dans la deuxième partie de cette émission. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le Zap avec Édouard Deniau, bien sûr. Et retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Antoine Gentil pour le programme Starter. Ça se passe à Grenoble, au lycée Guinmer, et en compagnie de Chabi Molia, co-réalisateur de ce documentaire dont on vous parle aujourd'hui, parce qu'évidemment, on l'a beaucoup aimé ici à l'École du Futur. Un bon début. Et c'est un bon début parce que justement, on rit pendant ce film et on en sort avec beaucoup d'espoir. Moi, j'ai beaucoup d'espoir là tout de suite, parce qu'on accueille Jeanne Dreyfus pour sa chronique. On t'accueille, non, tu es avec nous depuis le début de cette émission. Par contre, ce qu'on va accueillir, c'est ton voyage incroyable, à nouveau, à Venise, dans la Sérénissime. Et oui, Marjorie, cap sur Venise, grâce à l'exposition d'un nouveau lieu culturel parisien, le Grand Palais
immersif. Un lieu où la culture, ne rime plus avec cadre vieillot, odeur de chalimard, velours cramoisi au mur, mais avec, attention, écran géant, photogrammétrie, animation 3D, jeux vidéo, nuages de points, écran tactile, aussi vue par drone. Waouh! Le mantra du Grand Palais immersif, pour cette exposition, c'est « Voyez Venise comme vous ne l'avez jamais vue ». Comment il y arrive? En créant tout simplement un double numérique de la ville et en faisant résonner de nouveaux accords qui mêlent musée et spectacle, spectacle et immersion. Donc en fait, tu nous as arnaqué depuis le début. On n'est pas du tout parti à Venise, on est au Grand Palais immersif et là, on plonge en immersion en plein Venise. On a vu les images, elles sont absolument phénoménales. Est-ce que l'idée de départ, c'était justement de pouvoir numériser Venise tout simplement? En partie, bien sûr, parce que ces images et ces vidéos sur écran géant viennent d'un partenariat avec Iconem. Iconem, c'est un grand spécialiste de la numérisation des sites patrimoniaux, parfois et même souvent en danger, des pyramides d'Égypte jusqu'aux cités millénaires de Syrie, avec des rendus à l'effet waouh garanti. Le pari ici, tu l'as dit, numériser la Sérénissime. Pour y arriver, la prod est digne d'un James Bond. Pour ces numérisations, l'équipe d'Iconem crée des nuages de milliards de points captés par un nombre incalculable de photos prises par drone, par bateau, depuis la rue. Le procédé s'appelle la photogrammétrie. Grâce à lui, on peut voir la ville sous toutes ses coutures et en véritable passe-muraille, découvrir l'intérieur des palais, traverser les murs, aller de lieu en lieu, survoler, rentrer, embarquer, bref. On comprend ici que la culture se place en acteur majeur de la numérisation avec ses productions, de ces doubles numériques dont se servent les jeux vidéo, la réalité augmentée, mais aussi le métavers. Et big up à Yves Hubelmann, qui est le cofondateur d'Iconem. Ça veut dire quoi qu'Iconem, justement, est en train de travailler à la fois sur des réalités immersives et sur du métavers pur et dur? Justement, dans l'exposition, une salle est consacrée à des visites de quartiers de Venise à travers le jeu vidéo, par exemple, d'Assassin's Creed, dont on parle souvent à l'école du futur. Alors, Iconem collabore donc en effet souvent avec l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft. Et donc, dans l'expo, on pénètre un quartier de Dosto Duro, en plein carnaval de Venise à la Renaissance. On grimpe sur le pont du Rialto, à l'époque où les échoppes en bois grouillent d'étoffes orientales, de vin ou de miel venus de Chypre. Mais là où la fiction de jadis croise les réalités d'aujourd'hui, c'est qu'en disposant d'une base de données visuelles phénoménale et exhaustive, cela permet aux architectes, aux ingénieurs, de contrôler l'érosion des bâtiments, siècle après siècle, année après année, l'affaissement évolutif des façades, les fissurations des peintures au millimètre près, afin que pendant des siècles encore, on puisse, dans notre corps, visiter la Sérénissime d'une façon la plus sereine possible et profiter donc d'une façon bien réelle de tous les joyaux joyeux de cette cité, enregistrée au patrimoine mondial de l'humanité. Je ne vous l'apprends pas. Mais comme c'est bien dit, comme c'est bien rattrapé, merci infiniment Jeanne pour cette chronique là aussi taillée au millimètre près et en immersion. L'immersion, c'est quelque chose qui vous intéresse, Chabi, comme justement matière en tant que cinéaste, en tant que documentariste. On pourrait se projeter justement de façon un peu plus pragmatique. C'est loin de moi, mais c'est très proche de ma sœur. Ma sœur Agnès, là, en ce moment, il y a une exposition au Louvre-Lens, Champollion. Et vous pouvez visiter un temple d'Abou Simbel en immersion. Donc je l'ai fait, moi, la semaine dernière. Et c'est ma sœur qui a réalisé ça. Donc elle travaille là-dessus. Et c'était la première fois que je faisais cette expérience. Et c'est vrai, ce que vous dites, c'est qu'il y a une... Enfin, on peut se dire, c'est quoi ce truc numérique Et en fait, ça permet quand même à plein de gens qui n'auraient pas les moyens de se déplacer, de faire l'expérience, par exemple à Abou Simbel, de l'immensité d'un temple égyptien. Et donc j'imagine que c'est un peu le même genre de choses. Je trouve ça super. Antoine? Nous, à Starter, on a eu le privilège de travailler avec la compagnie de Johan Bourgeois, qui est chorégraphe, et on a eu, du coup, on a été invité lorsqu'il a créé son spectacle Cavale en immersion. C'est un chorégraphe circassien qui travaille sur les équilibres et les déséquilibres. C'est quelqu'un de formidable. Johan Bourgeois, il a fait des ateliers avec nos élèves sur le fait justement de garder ou pas son équilibre, d'être présent dans son corps, etc. Et on a pu du coup vivre ça en immersion, mais avec son corps.
ce qui est vraiment quelque chose de prodigieux. Absolument, ces jeux d'équilibristes justement pour ces enfants du programme Starter, on continue à y plonger en immersion tout de suite dans la deuxième partie de notre talk. Et pour en parler, vous le savez, aujourd'hui, on est accompagné d'Antoine Gentil, le fondateur du programme Starter au lycée Guynemer de Grenoble, de Chabi Molia, co-réalisateur de ce documentaire En bon début qui sort aujourd'hui même en salle. Dans la première partie de cette émission, on parlait justement de la façon dont ce programme Starter a été imaginé, a révolutionné la vie de 150 enfants à ce jour. Et on se demandait avec vous, Chabi, comment est-ce qu'on pouvait filmer l'école aujourd'hui. Alors, il y a des documentaires qui ont fait date, notamment celui de 2002 avec Nicolas Philibert et son Être et Avoir, 2 millions de spectateurs en France à l'époque, et plus d'1 million d'ailleurs au total dans les 17 pays où il est sorti à ce moment-là. L'idée, c'était de revenir sur une méthode d'apprentissage extrêmement particulière d'un instituteur dans une classe là aussi unique, de la maternelle au CM2, un peu plus jeune que les vôtres quand même. Ça se passait en Auvergne, et l'idée, c'était tout autant de comprendre quelle était sa méthode, sa pédagogie d'apprentissage de la lecture, que de revenir sur la question du vivre ensemble. Pour vous, ça a été une façon de mettre en mouvement, de mettre en image l'école, qui a forgé peut-être la façon dont vous alliez notamment aborder la question de Starter, la question de la vie aussi en collectivité au sein de ce programme? Oui, alors si la question c'est est-ce que Être et Avoir m'a marqué, je dirais C'était oui. ça, bravo, vous Ouais, l'avez vachement mieux dit. Être et Avoir et un film aussi qui a eu la Palme d'Or un peu plus récemment, qui était une fiction Entre les murs, mais une fiction très documentée. C'est évidemment 2 films qui ont fait date. Moi, je crois que le point commun entre... Alors, je dis pas que notre film est à la hauteur de ces 2 très grands films. Moi, je crois qu'il y a une continuité, si vous voulez, un point commun dans ces 3 films. C'est que ça nous fait du bien d'être en contact avec une forme d'héroïsme ordinaire. Alors moi, je peux prononcer le mot qu'Antoine ne dirait pas, parce que je sais que le mot d'héroïsme le gêne, mais je vais ajouter ordinaire. C'est-à-dire, je crois que on sait tous qu'il y a des gens dans l'anonymat, dans l'ombre, souvent avec une très faible reconnaissance, qui font fonctionner notre pays. Il y en a dans la santé, il y en a dans la justice, il y en a dans l'éducation. Et on le sait tous parce qu'on est tous élèves et on a tous eu, à un moment donné de notre vie, on a rencontré un prof extraordinaire. Et moi, en plus, j'ai été prof pendant 10 ans. Donc, j'ai vécu, si vous voulez, ce que c'est que à la fois, je dirais, les exaltations de la vie de prof, c'est-à-dire, vous-même, en tant que vous êtes prof d'histoire, vous pouvez changer, vous pouvez avoir un impact sur des jeunes, et c'est très fort et c'est très gratifiant. Et en même temps, j'ai vécu aussi les moments de désespérance, les moments où vous dites ça sert à rien ce que je fais, et l'institution elle est tellement énorme, elle m'écrase, et voilà. Et aujourd'hui on est dans ce moment où il y a une vraie crise des vocations, une crise du sens, il y a une vraie souffrance au travail de beaucoup d'enseignants, et donc je crois que ça fait du bien de voir un prof qui a des moyens très faibles. On voit, c'est tout petit, je veux dire, en termes institutionnels, t'es le seul à être à temps plein, il y a deux profs à mi-temps, des stagiaires, mais qui est animé comme ça d'une flamme. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on a besoin de voir ces flammes-là. Voilà. On a besoin de voir ces flammes, parce que ce qu'on voit aussi brûler dans les yeux de ces enfants, c'est l'envie de s'en sortir, parce que vous leur en donnez la possibilité. Rien que l'idée de leur ouvrir cet univers des possibles, c'est déjà le bon début qu'on attend pour les voir se réaliser et changer totalement au cours de cette année. Oui, bah, c'est vrai que ce que vous dites là, c'est vraiment très très important, ce travail de mise en confiance, de renforcement positif qu'on met en place autour d'eux, et d'eux, mais aussi de leur famille, parce qu'on ne réussit pas si nos parents ne croient pas en nous. Et bien souvent, quand ils arrivent, ils ne croient plus en eux, mais leurs familles sont dans un tel désespoir. Alors parfois, la famille, ça se réduit à une personne, hein, mais on arrive des fois, voilà, en accueillant des personnes, nos élèves et leurs parents, dans une situation de désespoir total, et avec aussi l'impression que tout va toujours se répéter, etc. Donc c'est vrai, c'est ce que je fais en ce moment avec mes nouveaux élèves. On est dans cette phase de travail où tous les vendredis, j'ai mon rituel. Je termine ma semaine à partir de 16h30 par des appels téléphoniques à chaque parent. Et je le ferai tout à l'heure, tiens, d'ailleurs. Et ce moment-là, il est
très fort parce que c'est un moment où on s'appelle. Alors, vous savez, quand l'école appelle, ce que me disent tous les parents, ça. Quand l'école appelle, d'habitude, c'est une mauvaise nouvelle. Ah ouais, c'est pour parce qu'il y a un problème. Et ça, j'ai l'impression que c'est un des premiers changements fondamentaux qu'on met en place avec nos élèves, un des premiers. Et donc, on se dit, voilà ce qui s'est passé cette semaine, voilà comment ça va, et voilà tout ce qui a été construit. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très simple en fait. Il n'y a pas pour le coup, de l'innovation si innovante que ça peut-être. C'est de l'innovation mais par contre, c'est du travail de lien, de reconnaissance. Et puis surtout, on dresse des perspectives. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important quand on travaille avec des jeunes fragilisés. C'est qu'il y a tellement de problèmes qu'on peut passer notre vie à analyser ce qui leur arrive et déconstruire tout le temps. Et il y a beaucoup d'approches qui ont été développées dans ce sens, sur le fait d'aller les comprendre, d'aller chercher les raisons de la reproduction sociale, etc. C'est bien, c'est très bien, il faut le faire, le temps de l'analyse, mais il faut aussi à un moment se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et toutes les semaines, avec l'équipe, on est très vigilant à se dire que pour chaque jeune, on se pose la question, alors la semaine prochaine, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe pour lui ? Et ça, c'est je crois aussi une façon de travailler qui permet d'avancer toujours. Par exemple, lundi, j'ai une jeune qui a commencé un stage et puis elle est rentrée dans sa structure éducative le midi. Elle a eu un conflit, ça s'est mal passé et du coup, elle n'est pas retournée l'après-midi dans son stage. Tout est tombé à l'eau, la patronne était plus contente, ne voulait plus d'elle, etc. Et ben, on est reparti de l'avant et puis là, tout à l'heure, ma collègue m'a envoyé un message, elle m'a dit « c'est bon ». On a trouvé le lieu, c'est reparti. Et voilà, ça, c'est aussi une façon d'aborder l'existence qu'on crée avec eux et qui, en effet, est une dynamique d'espoir, c'est vrai. Et c'est une dynamique avec un triptyque permanent. Vous faites bien de le rappeler, à la fois l'équipe pédagogique au lycée Guynemer avec Starter, à la fois, évidemment, en premier lieu, les enfants, mais les familles ou les structures qui les accompagnent, notamment les foyers, les éducateurs et les éducatrices. Si on s'intéresse tant à ces jeunes, notamment ici dans l'école du futur, c'est parce que ce sont des jeunes décrocheurs. Alors, avant d'arriver au statut de NEET, c'est-à-dire aujourd'hui une population qu'on connaît de mieux en mieux, sans études, sans emploi, sans formation, je rappelle qu'il y a 14 millions de jeunes en Europe qui sont dans cette situation, 1,5 million en France. C'est ce que nous apprend l'INSEE encore cette année. Vos étudiants à vous sont encore un petit peu plus jeunes. Ils ont 14-15 ans, donc ils ont encore la chance de ne pouvoir ne pas arriver au statut de NEET et de décrocheur complet. Oui, mais quand même, en France, 16 ans, jusque-là tout va bien, c'est l'âge jusqu'à laquelle on doit être scolarisé de façon obligatoire. On estime que 5,2% des 14-16 ans ne sont pas scolarisés et que chaque année, 100 000 jeunes quittent le système scolaire. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre ces chiffres ? Eh bien, on se retrousse les manches, je pense. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'il faut, je pense, c'est un peu solennel tout ça, mais il faut appeler à l'urgence sociale. C'est clair que c'est un vrai souci. Et ce souci ne doit pas être le souci que de l'institution scolaire. C'est-à-dire que quand on réfléchit aux situations de ces adolescents, plutôt que de les appeler des décrocheurs, qui est un terme qui pose question, parce que ce terme, il vient des États-Unis, il a une histoire, il fait même référence, si j'en crois un chercheur en sciences sociales, il dit que ça vient c'est un terme militaire au départ, pour qualifier des militaires qui refusent le combat. Moi, je peux vous dire que c'est des combattants, tous ces gamins, donc on n'a pas le droit de dire que c'est des jeunes qui refusent le combat. Donc le terme décrocheur, moi, j'ai beaucoup de mal à l'entendre, surtout que, comme vous l'avez dit, qu'ils ont moins de 16 ans, et que donc on doit être encore en prévention pour eux. Voilà, c'est la première chose. Et du coup, c'est des adolescents à difficultés multiples, c'est des adolescents vulnérables, donc c'est des adolescents qui relèvent de la protection de l'enfance, de la protection judiciaire de la jeunesse, c'est des familles qui relèvent de la protection. Je parlais cette semaine avec un éducateur qui me disait que sur 600 prises en charge dans son service en milieu ouvert, 500 sont concernés par des violences familiales. La violence familiale et la violence faite aux femmes, parce que souvent c'est les femmes, quand on parle de violence familiale, c'est aussi de la violence faite aux enfants. Et c'est aussi du coup des enfants qui vont mal et qui décrochent. Ça, par exemple, c'est un des facteurs externes du décrochage scolaire les plus importants. Mais il y en a d'autres. Les parents qui tombent malades, les parents qui sont incarcérés, des enfants qui vont rencontrer des accidents de la vie insurmontable, la perte de quelqu'un dans l'entourage, etc.
toutes ces questions-là, évidemment, elles doivent se poser et peut-être, sur le plan politique, se poser la question aujourd'hui de quelle place on donne à la protection de l'enfance dans notre pays, par exemple. Et moi, ce que je vois, par exemple, c'est qu'un éducateur, par exemple, qui travaille en maison d'enfants, aujourd'hui, il gagne 1 400 € par mois. Il a des horaires pas croyables et il fait un boulot essentiel. Donc, on peut aussi poser la question du sens qu'on donne voilà, à ces métiers qui sont essentiel, pour reprendre un mot qui était assez employé ces derniers temps. Absolument, c'est tout à fait essentiel. Pour vous, donc, si je vous entends bien encore une fois, Antoine, l'idée c'est de se dire qu'il faut une politique de prévention qui puisse inclure l'ensemble de l'écosystème et du filet de sécurité de ces enfants. Quand on parle de la concertation qui vient d'ouvrir justement avec l'éducation nationale, notamment sur la revalorisation du salaire et du métier d'enseignant et d'enseignante, il faudrait aussi inclure ces personnels-là. Oui, en effet, il faudrait poser la question... Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Mais en effet, il y a la question du partenariat. Parce que je pense que une des souffrances de l'éducation nationale, c'est qu'on demande tout à l'éducation nationale. Alors que, évidemment, l'éducation nationale, c'est le cœur du village. Ça a toujours été ça, la référence au film Être et avoir, c'est ça. On voit bien que c'est le cœur du village dans cette campagne où se déroule le film. Donc, c'est le cœur du village. Et ça restera, et je l'espère, ça restera le cœur du village. Faut voir ce qui se passe dans une école maternelle tous les jours, par exemple, dans un quartier populaire. C'est exceptionnel. Donc c'est le cœur du village, mais c'est là que peuvent travailler d'autres personnels aussi, et qu'on doit faire venir et laisser entrer des personnels qui sont des gens qui demandent que ça, en plus, souvent, de la protection de l'enfance, des assistantes sociales, des professionnels de la PJJ. Et puis, sur le plan de la crise que connaît l'éducation nationale, du point de vue des enseignants aujourd'hui, je pense qu'en effet, il y a une crise de reconnaissance, mais il y a aussi une crise de sens, tout simplement, et tout ça va ensemble. Moi, je pense que ça mérite vraiment réflexion de se poser la question aussi en termes de formation des enseignants. Voilà, je pense qu'on paye 20 ans de formation des enseignants dans laquelle on s'est beaucoup concentré à former les enseignants, à s'adresser à des machines apprenantes, à des apprenants, et pas à des adolescents, et pas à des enfants, et pas à des familles. Or, moi en tout cas, dans ma formation, on ne m'a jamais, dans le cadre institutionnel, formé à accueillir une famille, à travailler la relation éducative, l'empathie méthodologique, les micro-traces d'hospitalité, voilà, tout. Et tout ce qui est devenu essentiel dans mon métier aujourd'hui, et que moi, en tant que formateur, quand je reçois des jeunes, je transmets. Donc, il y a un champ à développer immense de ce côté-là. Et je pense qu'il peut aussi, du coup, répondre aux crises des vocations et à la crise du sens. Vous avez déjà pensé à candidater pour le poste de ministre de l'Éducation nationale? Parce que je pense que ce serait une très belle idée. Non, mais pas du tout, parce que là, pour le coup, moi, je suis heureux de ma place, et puis je prétends vraiment pas avoir toutes les réponses, et je laisse la place avec grand plaisir. Non, ça m'intéresse pas du tout d'être sur ce niveau-là. Par contre, je veux bien lui parler, ça me fait vraiment très plaisir. On va retrouver le 06 de Papendia et on va vous le donner avant la fin de cette émission. J'en serais ravi, parce que je pense que ça peut être très riche qu'on échange, mais pas qu'avec moi, avec plein d'autres collègues. Non, ce qui me paraît important, c'est ce que j'ai ressenti aussi tout à l'heure. Je parlais d'héroïsme, mais en réalité, le métier d'Antoine, tel que tu le pratiques, il n'est pas sacrificiel. C'est ça qu'il faut comprendre. Absolument. C'est que en fait, c'est pas un sacerdoce. On fait pas le portrait de quelqu'un qui donne tout à un métier, à des adolescents, et qui négligerait une vie de famille ou serait. Il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant. Et je pense qu'en fait, t'es un exemple parmi. Il y a plein de gens qui vivent ce que tu vis au sein d'institutions où certes, ils donnent beaucoup à leur métier. On le voit dans le film, tu téléphones, tu es au téléphone avec eux à des heures bien après. Mais c'est quelqu'un qui se lève le matin en se disant j'ai une utilité. Il y a une forme d'efficacité. Je ne vais pas tous changer le destin de tous. Ça ne sera pas un bon début pour tous, mais je vais faire ça. Et ça, je crois que c'est ça qui vient répondre à la crise du sens dans l'institution. Et le sens, on le retrouve vraiment dans ce documentaire. Un bon début, ça sort aujourd'hui en salle. Courez vraiment voir ce film qui va littéralement vous enthousiasmer, parce que c'est ce qui est très fort aussi dans le film Chabi et Antoine, c'est qu'on en sort avec un espoir chevillé au corps
Et on va rendre hommage justement à ces élèves, à Tamara, à Nels, pardon, que je n'écorche pas son nom, à Franck, à Ilyes, à Mélinda, à tous ces enfants qui sont de véritables talents en puissance. Merci infiniment de les avoir révélés. Chabi avec votre sœur Agnès, évidemment. Merci infiniment à vous, Antoine, d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Et merci, comme toujours, à Jeanne Dreyfus, évidemment. On se retrouve très vite pour une autre émission.